Bonjour, c'est Boniface Yao. Je suis étudiant en master de IPM EAD 2013-2015. Donc, dans ce module gestion des projets économie digitale et l'idéologie, je suis chargé donc de faire un exposé sur le military game. Le plan de mon exposé contient les points suivants. L'introduction, la définition du military game, le mécanisme des jeux de guerre, les différents types de jeux de guerre, les avantages et inconvénients du jeu de guerre en 4, et enfin une conclusion. Alors, découvrir des jeux avec des scénarios délirants, avec des thèmes variés, devenir un vrai général Joe et devenir un tireur d'élite, un pilote de char, d'avion et même un commandant de navire. S'amuser à manier des armes de très grande précision, faire des expériences et relever des défis, vivre un maximum de sensations fortes, des frissons et des sueurs froides, participer à des guerres, combattre des ennemis improbables, organiser des troupes et engager des combats trépidants, voici introduit le military game ou encore jeu de guerre. Alors, si vous n'avez jamais visité des sites de jeux de guerre ni participé, alors découvrez comment ça fonctionne et laissez-vous transporter dans un univers unique. Alors, la définition du military game, qu'on appelle aussi jeu de guerre, war game ou simulation de conflit ou même jeu de stratégie, mais ce jeu-là est tout simplement un outil de réflexion stratégique et c'est aussi un loisir qui porte exclusivement sur la simulation du combat. Alors, comme on l'a dit, il peut être défini comme loisir sous l'aspect loisir ou simulation. Lorsqu'on définit le military game sous l'aspect simulation, c'est-à-dire en tant qu'outil de simulation, ces jeux-là sont utilisés depuis un certain moment pour planifier des opérations militaires et des conflits par les états-majors militaires. Et quand c'est apprécié sous l'angle de loisir, le wargame devient un jeu pour les amateurs d'histoire militaire et les amateurs de stratégie, et donc ces joueurs-là qui jouent à se battre sur un plateau. Et les catégories de jeux, c'est-à-dire que les jeux de guerre, le military game, comportent plusieurs sous-catégories de jeux, que sont les jeux de tank, les jeux d'avion, les jeux de militaires, les jeux de bataille navale, les jeux de soldats, les jeux d'hélicoptères, les jeux de mission et les jeux de destruction. Et il peut y en avoir bien d'autres encore. Alors, voyons maintenant le mécanisme des jeux de guerre. On retiendra que bien que chaque jeu soit différent, on retrouve fréquemment certains mécanismes de façon récurrente. Et parmi ces mécanismes, nous avons l'enchaînement des phases du mouvement. Ces enchaînements peuvent être alternés ou imbriqués. Il y a aussi la préparation du combat. Et enfin, la résolution, c'est-à-dire la partie finale du combat où on verra tel ou tel a gagné ou non, ou conclut son combat, conclut son jeu. Mais dans tout cela, il y a le facteur temps qui est à gérer. Et alors, comment il se gère? C'est dans plusieurs éléments qui prennent en compte l'action d'opportunité. C'est-à-dire que les joueurs jouent normalement chacun leur tour. Cependant, certains jeux prévoient des actions dites d'actions d'opportunité. Un exemple, nous avons que si une unité d'un joueur fait un mouvement et se retrouve dans la zone de tir d'une autre unité adverse,
Ben, les règles peuvent prévoir un tir d'opportunité alors que ce n'est pas le tour du joueur contrôlant l'unité. On a aussi le cas d'événements extérieurs ou fortuits. Et ça, c'est le cas où le scénario peut prévoir certains événements tels que l'arrivée des renforts, l'événement tiré au hasard, l'arrivée de ravitaillement ou de renforts, puisque tout cela peut arriver au hasard. On a aussi le tour par tour. Le jeu est souvent découpé en tours représentant, selon l'échelle, quelques minutes, c'est dans les cas d'embuscade, des dizaines de minutes, dans les cas de tactiques, de mise en place de tactiques, ou de jours. On parlera ainsi de l'aspect opérationnel ou tout simplement de semaines, et c'est là la phase stratégique. Alors, pour l'équité, les joueurs jouent l'un après l'autre au sein d'un tour. Soit chaque joueur fait toutes ses actions, soit les joueurs alternent, c'est-à-dire l'un après l'autre, chacun jouant bien sûr une unité à la fois. Le placement et le déplacement des unités. Alors, il y a le brouillard de guerre qu'on appelle fog of war. Alors, le général n'a pas les renseignements sur la situation réelle. Et donc, c'est dans ce cas qu'on parle de brouillard de guerre. Et là, il y a deux manières. Les joueurs masquent leurs pions, ou certains pions sont des leurs. On a aussi la capacité de déplacement. Et la capacité de déplacement est exprimée par un nombre de points. Si la carte est découpée en cases, changer de case signifie donc équivaut à une dépense de points. Et cela est fonction du type de terrain, que ce soit une route, une plaine ou une colline. Le placement et déplacement, on continue. On parlera maintenant du placement initial. Le placement initial peut être libre dans la limite d'une portion du territoire donné. Il peut être aussi imposé par le scénario. Le socle, qu'est-ce que c'est que le socle? Dans le jeu, la taille du socle indique la place occupée par l'unité et dépend du type d'unité. Ça peut être une cavalerie ou un fantassin. Ça dépend aussi de son organisation. Si l'unité se déplace en rang serré ou de façon chaotique. On arrive maintenant au combat. Alors, dans le combat, nous avons la ligne de tir. Les unités ont une capacité de tir, mais ne peut toucher une unité qui est masquée par un obstacle. Certains jeux gèrent l'altitude, c'est-à-dire une unité peut alors tirer si elle est plus haute que l'obstacle ou si la cible est plus haute. Dans ce cas, puisqu'il est là en bas, il le voit de façon proéminente, elle peut tirer. Alors, l'officier. Le rôle de l'officier, la présence de l'officier, qu'est-ce que cela apporte? Les capacités d'une unité peuvent être augmentées par la présence à proximité ou dans l'unité d'un officier. Et l'officier est ainsi parfois considéré comme une unité à part entière. Toujours dans le combat, on a le retournement des pions. Les unités ayant subi une attaque sont affaiblies et on retourne le pion pour indiquer que l'unité est affaiblie. La table de résolution. Les combats sont parfois résolus avec une table de résolution et les capacités des unités sont reportées sur les lignes et colonnes et la case de la table ainsi désignée indique les conditions de victoire, c'est-à-dire score à réaliser avec des dés. Alors, quelles sont ces conditions de victoire? Les conditions de victoire dépendent du scénario. Et cela peut être, par exemple, conquérir un objectif, détruire le maximum d'unités ennemies, réussir à faire transiter une unité particulière, par exemple évacuer une personnalité, transporter un matériel sensible, un document, etc. Ou tenir un siège un certain nombre de tours avant l'arrivée des renforts.
Alors, les jeux s'identifient aussi par une échelle de classification. Et l'échelle, c'est le paramètre de classification des simulations qui est basé soit sur la taille de la plus petite unité de jeu, soit sur l'étendue de la zone géographique couverte. Et l'échelle peut être appréciée à plusieurs niveaux. Peut être appréciée au niveau stratégique, c'est le cas où les unités sont typiquement de la taille d'une division militaire. L'échelle peut être appréciée au niveau opérationnel. Dans ce cas, les unités sont de la taille d'un bataillon ou d'une brigade et les facteurs opérationnels sont pris en compte. On parlera de résistance à l'usure, la graduation des efforts et la capacité de manœuvre. L'échelle peut aussi être appréciée de façon tactique, au niveau tactique. Dans ce cas, l'unité est un simple véhicule ou une compagnie et est basée sur le type et la portée de leurs armes. L'aspect D de la classification de l'échelle peut être donc l'embuscade. Dans ce cas, les unités représentent chacune un soldat et l'état de santé, les munitions de chaque unité est cette fois-ci prise en compte. Alors, nous en arrivons maintenant à l'avantage et aux inconvénients du military game. Alors, pour ce qui est de l'avantage, nous dirons que le jeu de guerre est un outil de simulation et d'aide à la décision stratégique qui est encore utilisé par les militaires, mais aussi par les chefs d'entreprise et autres décideurs politiques. Pour les inconvénients, on se rend compte que le réalisme est limité aux armes et aux blessures. Et les blessés eux-mêmes sont absents. Lorsque quelqu'un meurt, c'est pour être réveillé plus tard. Et les champs de bataille sont virtuels et ne résonnent jamais les cris des blessés ni des râles des agonisants. Tout ce qui y arrive est centré sur le joueur qui est invulnérable. Il ne meurt presque pas. Et donc, il faut dire aussi que la violence présente dans les jeux de guerre, mais elle se représente sur la face la plus sombre, sur sa phase la plus sombre, c'est-à-dire l'agression. Et cela est de nature à influencer certains joueurs qui y voient une légitimité à utiliser la violence pour résoudre leurs problèmes quotidiens, surtout la population jeune, les enfants. Et vous voyez ici quelques exemples de jeux vidéo. Le MMORPG, on parle de Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Ce sont des jeux qui sont massivement multijoueurs. Voilà, et on a des exemples, EverQuest, The World of Craft. Et le STR aussi, stratégie de temps réel. Exemple, le Command and Conquer, Age of Empires, Warcraft, Southern Strike, et ainsi de suite. Blitzkrieg. Voilà, et donc tout un ensemble de jeux vidéo qui peuvent être téléchargés et regardés sur Internet. Alors, en conclusion, nous dirons que l'immense succès du jeu vidéo de guerre se justifie à travers ses avantages, aussi bien sur le plan ludique qu'éducatif. Ainsi est-il essentiel de les rendre plus réalistes en respectant les lois de la guerre. À cet effet, il est impératif de mettre en scène l'autre face de la violence, c'est-à-dire l'entraide, la compassion et la solidarité. Voici donc nos références et merci beaucoup pour votre aimable attention.